Bonjour à tous, chers collègues, merci de m'avoir invité. Donc nous démarrons cette demi-heure autour de la syphilis, mythe et réalité. C'est un plan en fait assez classique et dans lequel bien sûr nous insisterons sur quelques paradoxes encore présents actuellement, mais aussi surtout sur l'actualité, à la fois dans l'histoire naturelle de la bactérie, l'épidémiologie, évidemment, quelques présentations cliniques et beaucoup de discussions autour des laboratoires et enfin quelques messages essentiels qui, j'espère, resteront bien utiles. La bactérie Treponema pallidum, subspécies pallidum, est assez stable, en tout cas sur son génome. Et quand on la regarde au microscope, elle est extrêmement mobile avec des petits flagelles aux deux extrémités qui lui permettent aussi de se déplacer très très vite dans les tissus, en tout cas lors de la phase de dissémination. Et nos anciens collègues, tout au début du XXe siècle, avaient déjà anticipé que cette bactérie rentrait bien directement par la muqueuse, et dissocie donc l'espace intercellulaire et dissémine très très rapidement en faisant une bactériémie. Ceci a bien été redémontré grâce au progrès de la biologie moléculaire. Ensuite, elle va vite se localiser dans des tissus essentiellement plutôt visqueux et entre les cellules endothéliales, en tout cas proches de ces regroupements de cellules endothéliales, aussi à l'intérieur de certaines de ces cellules. Et nous retrouverons donc la bactérie essentiellement dans la peau, qui est richement vascularisée, le système nerveux également, le cœur, les vaisseaux. Et là, dans ces tissus, que se passe-t-il ? Eh bien, elle s'évade, elle s'adapte à l'hôte, elle se cache. Et la personne peut en fait guérir, il semble, sur des études malheureusement naturelles, sans traitement, qu'en fait les personnes peuvent guérir dans 30% des cas. Et puis, ce qui est actuellement aussi mieux connu, et je vous conseille particulièrement ces lectures que je vous ai indiquées, en particulier l'équipe de Luke Hart, extrêmement emphatique sur cette partie immunitaire de cette bactérie, eh bien, on parle donc de niche immunoprotective. Et ceci démontre toute cette capacité de latence et pourquoi tout à coup elle va ressortir plusieurs années, voire dizaines d'années après la contagion. Et il n'y a pas d'immunisation de l'infection. On peut faire plusieurs syphilis tout au cours de sa vie. Et il semble qu'il s'agit effectivement d'une variation de certaines protéines de surface à chaque infection. Le mythe, la syphilis n'est plus un problème de santé publique. Non, bon, je pense que vous lisez aussi suffisamment les médias qui en parlent quand même de temps en temps. La réalité, c'est que en Europe, je vous ai mis un petit peu exprès les chiffres européens pour vous montrer que ces 3 infections sexuellement transmises bactériennes sont bien d'actualité. La chlamydia est sur la tête du podium, mais ça paraît un petit peu naturel. Je vous rappelle quand même que chlamydia est une des plus grandes causes de stérilité. Donc en deuxième position, le gonocoque. Et la syphilis en troisième position de cette triade, juste pour évaluer, je vous ai mis ce petit encadré concernant les infections VIH. Alors ça ne correspond pas tout à fait à la même année, c'est les derniers chiffres que l'ECDC nous présente, en tout cas sur son site quand on y accède actuellement. Donc c'est par année les chiffres. La réalité, c'est que l'incidence et la prévalence de cette infection sexuellement transmise prédominent bien dans des populations à haut risque. Il s'agit essentiellement des hommes qui ont du sexe avec les hommes, et vous voyez la carte mondiale donc de répartition de ces hautes prévalences chez les hommes. Et vous comprendrez effectivement que dans les pays occidentaux, l'épidémie continue bien. En fait, c'est un petit peu réparti dans le monde entier. C'est une prévalence qui reste assez forte. On parle d'une certaine stabilisation peut-être les 2-3 dernières années, mais on se méfie toujours. Et puis l'autre prévalence qui bouge aussi très très peu,
c'est celle des travailleurs du sexe, tout genre confondu. Et quand on considère en tout cas les travailleurs du sexe, il s'agit en majorité de femmes, même si tous les genres sont comptabilisés. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de parler de Covid. Alors, quels sont l'impact des mesures sanitaires anti-Covid sur l'incidence de ces IST et de la syphilis en particulier? Alors, voilà, plusieurs papiers commencent à sortir, là, sur les chiffres 2020, en tout cas. Et oui, il y a eu, après le lockdown du printemps 2020, une vraie baisse des notifications. Alors, ce qui est en train d'être mesuré, c'est est-ce que c'était que les notifications ou est-ce que vraiment les infections ont diminué à ce moment-là? Il semble quand même qu'elles aient diminué, hein, dû aux profondes modifications donc des comportements, en tout cas sur le plan collectif. Et puis, tout ça s'est vérifié à l'échelle européenne et puis également aux États-Unis. La Suisse, l'exemple du gonocoque, donc je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas déjà fait, donc dans le bulletin 48 de septembre, enfin de fin 2020, montrait l'exemple du gonocoque qui semble être le plus influençable, en tout cas sur ces mesures sanitaires anti-Covid. En fait, il faut bien sûr analyser cela avec prudence, car il faut déjà avoir tous les chiffres, il y a toujours un petit décalage, en particulier aussi, je dirais, pour la syphilis, à cause de ces périodes d'incubation et de latence qui peuvent être prolongées. Donc souvent, ce qu'on aura mesuré, ce seront vraiment que des formes très très précoces, par exemple. Et puis aussi toujours cette discussion d'un effet rebond quand on revient à la normalité. Donc dans l'épidémiologie, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui soit un petit peu, enfin pas dire plus original, mais en tout cas d'actualité et sur lequel il faut qu'on mette l'accent, c'est l'atteinte des femmes. Les femmes, donc on va en parler là parce que ce ne sont pas les plus fréquentes, mais il faut bien soulever que ces femmes atteintes sont en âge de procréer. Et dans les années 2016, 2017, 2018, il y avait eu quelques alertes, en particulier aussi dans les pays occidentaux, qui étaient a priori des pays avec des bonnes mesures, en tout cas de santé publique, pour les dépistages dans les grossesses. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des fluctuations dans le mauvais sens. Et les États-Unis, les premiers, ont mis cette alerte en 2019. Alors, certes, vous direz 918 syphilis congénitale. Ça ne fait pas énormément, mais c'est une maladie tellement sévère que l'Organisation mondiale de la santé a vraiment pour but de descendre à un niveau quasi nul les naissances de ces enfants. Dans le canton de Genève, nous avions, nous aussi, mis une mini-alerte, on va dire, en 2017-2018. Nous avons diagnostiqué des syphilis précoces à forme oropharyngée chez des jeunes femmes et donc enceintes. Et ce sont des grossesses, bien sûr, que nous suivons de manière multidisciplinaire encore actuellement auprès des enfants qui sont nés de ces grossesses. En Europe, toujours pour cette syphilis congénitale, si on compte les 23 pays de l'ECDC, ils avaient également remarqué cette petite augmentation, 60 cas en tout. Donc, certains de ces cas étaient des cas importés. Et donc, pour vous rappeler un peu la complexité de cette maladie, hautement transmissible au premier trimestre, hein, avec nécessité de suivi échographique. Il y a des fortes modifications échographiques obstétricales, avec des hydramnios, des hydrops. Je ne vais pas vous citer toute la liste en détail, mais vous entourez la notion donc, de mort in utero. C'est vrai que là, c'est un travail que nous faisons aussi actuellement avec l'OFSP pour améliorer cette notification. Et
ce qui est récent, en fait, c'est que cette feuille dont vous avez affaire, hein, quand vous notifiez les cas, eh bien, regardez bien le petit carré mort in utero qui a été rajouté depuis janvier 2019. Ça nous aidera énormément à comptabiliser, parce que quand on doit le faire rétrospectivement, c'est juste impossible d'aller retourner dans les dossiers. C'est bien sûr des notifications anonymes. Et la gravité de l'affection à la naissance, ben voilà, ça paraît complètement ancien, donc d'une autre époque, mais ça existe toujours. Voilà ce message aujourd'hui. Le Brésil, pour tout vous dire, est dans une phase quasi épidémique de syphilis. Il voit quasi quotidiennement des enfants qui naissent avec des infections disséminées. Il faut savoir que comme 2/3 des enfants qui naissent donc, sont asymptomatiques, il va se passer qu'on va avoir une révélation un peu plus tardive, de 2 jusqu'à 10 ans, en tout cas 6 ans, c'est-à-dire au stade du développement complet psychomoteur. Et c'est là où on va pouvoir voir l'ampleur des dégâts, puisque là, à ce moment-là, ce seront des dégâts irréversibles. Ça, bien sûr, c'est quand les mamans n'ont pas été traitées suffisamment tôt pendant leur grossesse ou suffisamment adéquatement. Donc ça, c'est très, très important que le traitement par pénicilline soit fait le plus tôt possible et avec cette surveillance à tous les stades de la grossesse. Les photos impressionnantes ont été tirées donc, de cette archive Medfilm gérée par l'Université de Strasbourg. Et donc, le docteur Antoine David en fait sa thèse que j'espère que vous aurez l'occasion de lire bientôt. Pour passer à la clinique à présent. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur la clinique? Alors, les formes typiques. Voilà, nous connaissons tous nos classiques. Nos classiques pour la syphilis, voilà les stades. On pourrait passer directement à un stade qui pourrait être secondaire. Mais je vous adresse directement, finalement, au diagnostic différentiel. Finalement, qu'est-ce qui ressemble le plus d'une infection à une autre entre une fièvre, un exanthème, et encore, j'aide un peu quand on met l'énanthème. Mais bon, là, pour ces 3 hommes, vous avez peut-être fait le diagnostic, peut-être pas, parce que j'avoue que c'est un peu difficile en l'absence d'anamnèse complète, y compris sur l'évolution de cette éruption. Mais vous êtes tous très forts et vous aurez fait les diagnostics de ces autres grandes infections qui sont, j'avoue, difficiles évidemment, juste sur photo comme ça. Juste pour vous montrer une autre éruption typique, fièvre, exanthème et pharyngite. Ça, c'est possible aussi dans les phases typiques secondaires de la syphilis. En l'occurrence, la roséole syphilitique typique est très discrète, alors elle apparaît même souvent sans fièvre, et même est tellement discrète, très rosée comme ça, difficile à photographier, et là, elle sera vraiment typique. Mais évidemment, il faut être aidé d'une bonne anamnèse. Alors pour passer au moins typique, on va dire dans la complexité, ce sera le petit quiz très rapide, dans lequel de ces 3 images, ce n'est pas une syphilis. Voilà, en bas à droite, vous voyez que c'est extrêmement troublant. Heureusement que dans notre pratique clinique, on est vraiment aidé dans cette démarche parce que franchement, sur photo, comme ça, de nouveau, ce n'est pas du tout évident. Et puis, voilà, on se souvient que c'est une grande simulatrice. Et grande simulatrice, pas que sur la peau, grande simulatrice aussi dans des formes beaucoup plus sévères, celle que je voulais insister aussi aujourd'hui, c'est les formes neurosensorielles, en fait, que nous voyons régulièrement ici dans cet hôpital, donc depuis toujours, et qui ne sont pas forcément plus associées avec le VIH en tout cas, et qui nous sont parfois adressés par des ophtalmologues ou des ORL avec qui nous travaillons de façon rapprochée.
Donc, vous avez ici, par exemple, sur les formes ophtalmiques, des atteintes assez typiques. Alors, bon, je ne suis pas ophtalmologue, mais pour un ophtalmologue qui connaît un petit peu ces signes de la syphilis au fond de l'œil, il va pouvoir demander un test syphilitique juste sur ces images de vasculite et de choriorétinite périphérique. La hantise, bien sûr, c'est l'atteinte du nerf optique. Et puis, de nouveau, pour les atteintes ORL sévères, on peut avoir une surdité brutale, par exemple. Pourquoi nous insistons sur ces formes? Parce que ce sont des neurosyphilis. Il faut partir à la guerre, faire l'IRM cérébral et la ponction lombaire pour bien définir ensuite l'axe du traitement par pénicilline intraveineuse, mais surtout, pourquoi il faut insister? Parce que cette pénicilline va mettre beaucoup de temps à résorber les problèmes, voire il y aura des séquelles définitives. Donc il faut aussi ici prendre les choses tôt. Et pour prendre les choses tôt, évidemment, cela signifie que l'anamnèse doit être systématique, en fait ciblée aussi. Hein, donc, et puis, si l'anamnèse n'est pas possible, proposer des dépistages. Et dans ces dépistages, qui vont éventuellement conduire au diagnostic, que peut-on dire en 2021? Alors, il y a des aspects qui ne change pas. Hein. On a notre bonne vieille recette que nous mélangeons un petit test tréponémique avec un test non tréponémique. Et dans les tests tréponémiques, maintenant vous êtes habitués à voir ces immunoglobulines à base d'antigènes recombinants. Donc j'ai mis l'ELISA puisque c'est elle qui est la plus répandue, donc c'est largement utilisé donc dans les laboratoires de ville et aussi ici à l'hôpital. Et puis pour faire le diagnostic de la syphilis active par sérologie, eh bien l'idéal bien sûr c'est d'avoir le RPR positif et le TPPA ou immunoglobuline positive. C'est deux techniques qu'ils ont pour les immunoglobulines automatisées, pour les autres qui prennent un petit peu plus de temps, une demi-journée, mais qui sont quand même très très faciles, et vous avez rapidement votre diagnostic. Cependant, dans ce diagnostic, hormis votre forme clinique typique, où vous pourrez effectivement expliquer à votre patient ce qu'il en est, et du traitement et de la suite, la sérologie ne va pas du tout vous aider pour le stade. Il faut savoir qu'au stade primaire, en plus, on a des faux négatifs en RPR, hein, par différents phénomènes techniques, et puis que pour la forme primaire, c'est clairement le prélèvement direct qui est le plus sensible à l'heure actuelle. Nous utilisons beaucoup cette PCR à faire directement sur le champ. Il faut toujours l'accompagner d'une sérologie, parce que je vous rappelle que le RPR nous servira toujours pour le suivi sous traitement. Alors ce RPR Quat9, depuis son utilisation en 1950, eh bien, il est toujours aussi utile. Il n'a pas du tout été détrôné, en tout cas pour le suivi sous traitement. Et on reste toujours avec nos petits calculs de dilution pour une réponse significative. Le nouveau, c'est que l'automatisation pour des tests rapides qu'on va voir plus tard, elle s'améliore, mais elle n'est pas encore complètement commercialisée. Ensuite, le TPPA, 1960, presque aussi vieux, lui, bon, il fait son job, je dirais, mais par prudence, nous le gardons en tout cas à l'hôpital. Je sais que certains laboratoires l'ont supprimé pour être remplacé par les immunoglobulines, qui, elles, en tout cas sur leur forme totale, sont un excellent outil de dépistage et largement universellement utilisé. Les IgM sont utilisés essentiellement chez le nouveau-né ou en phase précoce, mais en fait sont très décevants dans leur interprétation. Et puis, donc, il faut des études de validation clinique, surtout dans les milieux comme le liquide céphalorachidien. Donc, la biologie moléculaire
elle, comme je vous le disais, c'est pour le diagnostic des chancres, dans le chancre. Donc ça, c'est une méthode qui a été aussi bien validée grâce à Angèle Gaillegeron. Nous pouvons l'utiliser de façon quasi quotidienne. Par contre, dans le reste des lésions et des milieux extrêmement décevants. Et des essais actuels sont faits par d'autres techniques que des séquences fixes, les techniques de micro-RNA, que je ne vous développerai pas aujourd'hui. Par contre, je voulais vraiment vous parler des études concernant la bactérie en tant que telle et puis toute cette grande famille des tréponématoses, puisque grâce à la biologie moléculaire, nous connaissons beaucoup mieux maintenant ces maladies, pour certaines qui n'ont pas du tout disparu. Et par exemple, tout récemment, on vient de découvrir qu'il y avait une vraie transmission mère-enfant dans le pion. On pensait en fait que certaines de ces maladies étaient beaucoup plus bénignes. Et puis, elles sont extrêmement répandues dans certains pays. Des équipes d'archéogénomique continuent à faire des analyses sur des ossements, mais aussi dans des blocs de paraffine. Et nous espérons pouvoir continuer à mieux découvrir cette épidémie, en fait, cette endémie dans le sens ancien. Elle ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. Par contre, pour parler un petit peu au présent, futur, les tests rapides, eux, se développent vraiment très très vite. Et il y en a deux types, soit avec des méthodes de diagnostic qui servent d'ailleurs aussi pour les trépanomatoses endémiques, et soit pour les diagnostics qu'on ferait ici dans des populations à haut risque, qui sont d'ailleurs utilisés aussi à Genève. Et l'idéal, en fait, ce serait donc un duo test, duo dans le sens, pas deux techniques pour une affection, mais duo avec le VIH, donc syphilis et VIH. Pourquoi? Tout simplement parce que les situations finalement où vous demandez un test, un des deux tests, eh bien, ce seront les mêmes situations que vous demanderez pour l'autre. Et cette diapositive entière, d'ailleurs, m'a été donnée par Rosanna Pilling, qui est à la tête d'un groupe de travail depuis des années sur les tests associés à la syphilis et surtout à son expansion dans les pays à ressources limitées. Mais c'est un algorithme que nous devons bien sûr garder aussi dans nos démarches au quotidien, par exemple dans nos démarches de tester une femme enceinte. La prévention, c'est vraiment la clé de voûte dans la prise en charge de la syphilis et des infections sexuellement transmises. Et je vous liste là, c'est vraiment le package de la prise en charge que je vous cite là, entre tester, traiter, penser aux autres IST, penser aux partenaires sexuels, accéder rapidement aux plateformes de soins, accéder rapidement aux tests. Tout ça, c'est notre packaging qui va faire que ça va marcher. Quid de la PrEP spéciale syphilis? Oui, bon, elle existe, certains d'entre nous y ont pensé, voire même pratiqué sans doute depuis quelque temps, l'oxycycline extrêmement tentante. Mais vous voyez, la phrase elle est très très brève. C'est vrai qu'il y a eu juste 2 études à ce sujet chez des populations à très haut risque. Et c'est vrai que là, avec la PrEP anti-VIH, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire un pilulier alors qu'on n'est pas malade. Mais voilà, il faut quand même le savoir et discuter avec votre patient. Encore un mot d'actualité concernant l'accès. C'est un sujet auquel je suis assez sensible et donc je l'appelle le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, bon, en santé publique, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que cette histoire chinoise concernant une manière finalement sur laquelle on ne s'appuierait pas entièrement sur un gouvernement, je l'ai trouvée absolument intéressante. C'est le crowdfunding. Finalement, vous savez que ça marche très très bien pour plein d'autres choses. Et puis, en fait, ces études chinoises ont pu démontrer que
à la fois par des campagnes d'information dans des petites vidéos, mais aussi par de faire le test, d'acheter le test et de le faire. Ça marchait vraiment bien. Les personnes partaient un petit peu dans une boucle positive et donnaient du coup leur argent alors qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas cet argent pour au départ acheter le test. Donc c'est assez incroyable, mais on va voir comment ça suit et si d'autres auront cette application dans d'autres pays. Dans la prise en charge, évidemment, nous passons par le traitement. La syphilis est curable depuis 1945. Donc vous savez bien par quel miracle que nous utilisons pour certains d'entre nous quotidiennement, ou presque en tout cas dans les dérivés de la pénicilline. Pénicilline qui a été vraiment la révolution, qui a cassé toutes les grandes courbes du 19e et 20e siècle concernant la syphilis. Donc le mythe que la pénicilline est démodée, eh bien non. La réalité, c'est que la pénicilline reste le traitement de référence pour cette grande affection. Treponema pallidum est extrêmement sensible et tous les traitements, donc comme je vous le disais, sur les femmes enceintes en particulier, ça a été comparé à différents stades et par rapport à d'autres traitements alternatifs, ça reste le meilleur. Mais évidemment, la forme très particulière de la benzylbenzatine pénicilline, il faut bien le savoir, c'est une pénicilline retard, et malheureusement, c'est vrai que son accès n'est pas toujours évident, les centres hospitaliers l'ont, certaines pharmacies peuvent aussi se le procurer, et donc il ne faut surtout pas limiter sa prescription par rapport au fait qu'il ne sera pas dans la première officine de l'autre côté de la rue. Il faut vraiment aller de l'avant et utiliser cette pénicilline retard. L'alternative d'oxycycline ne peut pas être utilisée pour la grossesse, et puis pour l'adhérence, vu la durée du traitement, évidemment, si l'adhérence avec un seul comprimé est manquée, le treponema, lui, il va prendre rapidement le dessus. Existe-t-il des résistances aux antibiotiques ? Alors, il faut savoir que à côté de la souche Nichols, qui est la souche un peu phare étudiée chez le lapin depuis toujours, à partir de laquelle tous les tests aussi ont été développés, eh bien, une souche SS14 circule bien depuis des années et est entièrement résistante à l'azithromycine, donc qui est actuellement contre-indiquée pour la syphilis. Doxycycline n'apporte pas de résistance, en tout cas pas encore. Et puis, je voulais vous parler de ces drôles de cas un petit peu dispersés comme ça, en ce vécu, en Suisse ou dans le canton, ou même à l'hôpital, donc de fausses résistances. Mais en fait, c'est les patients qui arrivent quand même en disant « oui, moi j'ai reçu mon injection de pénicilline, mais voilà, c'est toujours la même chose ». Eh bien, en remontant la filière, on se rendait compte que ce n'était pas la bonne pénicilline qui avait été injectée. Et donc, nous travaillons avec nos pharmaciens pour être sûrs que la prescription, qu'il y a un double check-up quant aux prescriptions de cette pénicilline. Lisez les recommandations de traitement dans le bulletin 21-2015. Elles n'ont pas changé. C'est pour ça que je ne vous les développe pas ici. En conclusion, la syphilis n'a pas fini de nous étonner ni de nous challenger. Le treponema pallidum circule dans le monde entier et probablement depuis des siècles, répartis géographiquement dans ce monde entier. Les outils de dépistage sont regroupés avec des modèles des autres IST, donc pensez au réseau et pensez au packaging. Et le vieux est utile, des réelles pénicillines finalement. Ensuite, la recherche dans la compréhension physiopathologique de l'infection et son contrôle au niveau des populations à risque reste nécessaire. Et pour cela, évidemment, je fais de la pub pour notre groupe de Fonds national Synergia qui travaille là-dessus, ainsi que pour l'étude en cours sur les neurosyphilis. Merci.